Mètres carrés d'exposition. Du 6 au 28 mars, bénéficiez de moins 15% de remise sur votre projet. Rendez-vous dans votre magasin comme il faut, Miroiterie des Alpes, à Gap et Baratier. Voir conditions en magasin. Désormais, la campagne des municipales va s'achever. Bonsoir et bienvenue dans ce dernier débat de l'entre-deux tours consacré à la ville de Gap. Un débat qui, nous le savons, est très attendu. Dimanche, la ville peut potentiellement changer de maire. Bonsoir Hugo Marseille. Bonsoir Enzo, bonsoir à toutes et à tous. Un scrutin inédit, un scrutin indécis, totalement différent d'il y a 6 ans. 3 candidats sont encore en lice et ils ont accepté notre invitation ce soir. Bonsoir Roger Didier. Bonsoir. Vous êtes le maire sortant, élu depuis 2007. Votre liste Gap Demain en confiance, classée divers droite, est arrivée en tête du premier tour avec 40,58% des voix. Élie Cordier, bonsoir. Bonsoir. Vous représentez l'Union de la gauche avec Agir Ensemble pour Gap. Vous avez fusionné avec la liste de Charlotte Kuentz. Lors du premier tour, vous aviez obtenu, vous, 26,91% des suffrages et vous êtes élu d'opposition. Et enfin, Raphaël Leroux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le candidat du Rassemblement national. Vous représentez la liste L'Avenir Gapensé qui a recueilli 10,94% des voix au premier tour. Merci à vous tous d'avoir accepté notre invitation. Vous allez pouvoir vous exprimer sur 5 thèmes choisis à l'avance. Vous en avez été informé. Et pour clôturer, nous vous laisserons une carte blanche pendant 1 minute. Vous pourrez adresser le message de votre choix. Un rapide rappel des règles. Nous allons respecter une stricte égalité du temps de parole. Vous êtes invité à répondre à nos questions et à échanger. Bien évidemment, la première personne qui ouvrira le débat a été tirée au sort. Le débat des municipales à Gap, c'est sur BFM d'ici et c'est maintenant. Et donc nous avons choisi d'ouvrir ce débat avec un premier thème qui est celui de la qualité de vie. Gap, une ville à taille humaine, une ville au pied des montagnes, une ville que l'on aime appeler la capitale douce. Mais une capitale douce, c'est une ville aussi où l'on circule bien, d'autant plus lorsque plus de 7 habitants sur 10 choisissent la voiture pour le trajet domicile-travail. Alors que faire pour améliorer la circulation? Roger Didier, c'est vous qui avez été tiré au sort pour démarrer ce débat. Bien, mais je vous remercie tout d'abord de nous avoir invités. J'ai pas l'habitude de venir très souvent chez vous, mais ce soir, il fallait quand même que je me déplace et je remercie également mes collègues candidats d'avoir pratiqué pendant les semaines qui viennent de s'écouler une campagne tout à fait correcte. Et je crois que les concitoyens que nous avons à représenter sentent bien qu'il y a de notre part une volonté affichée de rester dans la correction républicaine, si je peux m'exprimer ainsi. Mais ce soir, nous sommes là pour parler de la qualité de vie à Gap. Je crois qu'il y a tout d'abord les 3 piliers de la vie. Vous savez qu'on ne peut parler de qualité de vie quand on n'a pas un logement, quand on n'a pas la santé et quand on n'a pas un travail. Je pense qu'une fois que ces 3 piliers sont réunis, il faut qu'ensuite l'équipe municipale, et c'est ce que nous avons essayé de faire pendant le mandat qui vient de se terminer, il faut que l'équipe municipale amène une ambiance, amène le lien social nécessaire à cette collectivité qui est en fait la grande famille gapensaise. Donc aujourd'hui, la qualité de vie est quelque chose d'important pour notre ville. Je crois que ce qui se passe par exemple le samedi matin lors du marché avec le forum de la place Jean Marcellin ou le mercredi matin avec un autre marché est synonyme de lien social, est synonyme d'ambiance qu'il convient de créer pour
affiner un petit peu plus encore cette qualité de vie. Et sur la circulation, donc parce que ça en fait partie aussi, qu'est-ce que vous proposez pour tenter de l'améliorer? Alors, la circulation, c'est un problème que nous connaissons depuis un certain temps, et je ne dis pas qu'il n'y a pas de temps en temps quelques ralentissements. On ne peut pas véritablement parler d'embouteillage, même si le temps de transfert d'une partie de la ville à l'autre est relativement élevé. Cela est dû essentiellement, malheureusement, à quelque chose qui fait souvent la une des informations, et vous en avez largement parlé, à savoir cette fameuse voie de contournement de la ville de Gap, et en particulier la rocade, puisque vous savez que la rocade est en difficulté. L'État a des problèmes pour boucler la partie centrale de la rocade. Il y a eu un glissement important qui d'ailleurs se poursuit. Elle devait être inaugurée le 19 décembre 2025. Malheureusement, ça ne pourra pas être le cas. Et je ne sais pas encore combien de mois nous devrons attendre. Nous y reviendrons sur la rocade. Peut-être qu'on va pouvoir dispatcher un peu la parole sur cette question de la circulation, Monsieur Leroux. Alors sur la circulation, tout simplement, nous à l'avenir Gap-Pensée, nous pensons que il faut vraiment agir sur les transports publics. Donc nous, on est pour le maintien de la gratuité des transports, parce que nous pensons que c'est quelque chose d'essentiel pour le quotidien des Gap-Pensaises et Gap-Pensais. Et on pense aussi aux personnes qui travaillent au quotidien, que ce soit le matin tôt ou le soir tard. Nous souhaitons tout simplement élargir la base donc horaire et les rotations donc des bus le matin ainsi qu'en soirée, mais également on pense aux étudiants et aux étudiantes qui, par exemple, à partir du jeudi soir, les soirées donc jeudi, du jeudi soir, du vendredi soir et du samedi soir, pour qu'ils aillent tout simplement, qu'ils puissent sortir sur le centre-ville de Gap, et on souhaiterait donc développer des transports en soirée pour qu'il y ait une certaine sécurité dans les transports et au quotidien pour nos jeunes ainsi que pour les travailleurs de cette ville. Élie Cordier sur la question de la circulation, et après bien évidemment nous reviendrons sur d'autres thèmes. Déjà, je voulais également remercier mes deux concurrents d'avoir accepté enfin de débattre et de confronter les projets dans cette élection municipale. Évidemment, la rocade est la première des priorités. Le tronçon central, mais aussi les tronçons sud et les tronçons nord. Aujourd'hui, comment ne pas parler de cet immense gaspillage d'argent public pour un tronçon central qui est encore loin d'être abouti? Les Gap-Pensées ont suivi les rebondissements, mais je veux dire que la rocade reste une priorité. Et une priorité au-delà des clivages partisans, au-delà des étiquettes, au-delà des positions des uns et des autres. Nous devons, pour le bien-être des Gap-Pensaises et Gap-Pensais, aboutir cette rocade. Autre point, évidemment, le maintien de la gratuité du système de transport en commun, qui, rappelons-le, est financé par les entreprises de notre territoire. Et puis, puisqu'on parle qualité de vie, déplacement, je voudrais quand même avoir une pensée particulière pour les piétons qui sont souvent pris dans des situations difficiles, conflictuelles, avec les trottinettes, avec les vélos, avec les voitures. Et je crois que notre première priorité sera de sécuriser les déplacements des piétons en centre-ville, sur la rue Carnot, mais aussi en améliorant l'état des trottoirs, de la voirie, parce que tout le monde se déplace à pied, notamment les retraités, nos seniors. Et je crois qu'en termes de qualité de vie, à Gap, il faut évidemment que tout le monde se sente bien dans sa ville et bien se déplacer. C'est une ville moins engorgée avec la rocade, plus sûre pour les déplacements piétons et une meilleure cohabitation de tous les moyens de transport. La rocade, vous en avez parlé tous les deux. On le sait, il n'y a pas que la municipalité qui gère ce dossier, il y a aussi l'État, et c'est le cas pour la partie centrale. Vous y croyez vraiment, Élie Cordier, qu'à la fin, si vous êtes élu, à la fin de votre mandat, cette rocade verra le jour alors que le dossier traîne depuis les années 70 ? Ça n'est pas l'engagement que j'ai pris à ce jour. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, notre ville, notre belle ville de Gap, a investi 11 400 000 € dans le tronçon central. Et qu'avec 11 400 000 €, aujourd'hui, nous n'avons pas été capables d'influencer un seul ingénieur de la DREAL pour faire évoluer le tracé. Évoluer ce tracé qui aujourd'hui est en échec. C'est donc au niveau du tronçon central. Mais entre autres, je crois, vous savez, les anciens Gap-Pensais, je suis issu de famille Gap-Pensaises. On appelait cet endroit la coulée, donc je crois que c'était su de tout le monde. Et il fallait évidemment dire stop à l'État quand les travaux allaient dans la mauvaise direction. Mais maintenant, allons de l'avant. Nous en sommes là.
il faut avancer dans le dialogue, dans l'écoute, sur le tronçon central. Et la ville, qui a la maîtrise d'ouvrage déléguée sur les tronçons sud et nord, doit évidemment prendre toute sa part pour améliorer la qualité de vie des Gapençais. Monsieur Roger Didier, la ville n'a pas pris toute sa part jusqu'à présent? La ville n'a pas à prendre toute sa part. Nous avons travaillé, nous, depuis que nous savons que nous sommes autorisés à traiter la partie sud et la partie nord. Nous travaillons sur la partie sud et la partie nord, mais je rappelle une fois pour toutes que la partie centrale concerne les services de l'État. Les services de l'État auront mis, si tout se passait bien, pour l'aléa que nous connaissons actuellement, les services de l'État auront mis 13 à 14 ans pour faire 3 mauvais kilomètres. Vous n'y pouvez rien, la mairie n'y peut rien. Nous avons essayé de faire comprendre aux ingénieurs de l'Adréal qu'il était plus facile de traiter avec un pont qui n'arrive pas perpendiculaire à la colline, mais plutôt en biaisant le pont lui-même, de façon à ne pas connaître ce que nous connaissons aujourd'hui, à savoir ce glissement qui, comme le dit très justement Monsieur Cordier, était un glissement que nous connaissions. Il s'agit du glissement des Nivoules qui avait généré à une certaine époque de forts glissements, y compris sur des habitations. Autrement dit, nous n'avons pas été écoutés. Effectivement, c'est un coût qui déborde largement le coût d'origine, puisque nous étions à un peu plus de 35 millions au départ. Nous allons très certainement dépasser les 70 millions. Et Élie Cordier, vous souhaitez réagir? Mais effectivement, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut à présent aller de l'avant sur ce dossier. Mais les services de l'État, vous savez, on peut discuter avec eux et surtout, on peut influencer aussi le travail. Quand on met cette somme sur la table, rendez-vous compte, je le répète, mais 11 400 000 euros. Quand on met cette somme-là sur la table, on doit être en capacité d'exercer des leviers, d'influencer les services de l'État. Mais il fallait effectivement alerter, puisque nous, Gapençais, nous connaissions toutes et tous les difficultés inhérentes à ce tracé. Et je veux dire que ce n'est pas de l'ordre de la responsabilité personnelle. J'ai énormément de respect pour Monsieur Didier. Simplement, il faut aller de l'avant. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut un nouveau souffle sur Gap pour influencer les services de l'État et trouver une solution à ce serpent de mer, à ce problème récurrent qui devient une plaisanterie pour tous les Gapençais. Monsieur Leroux, sur cette question de la rocade qui concerne beaucoup de Gapençais et des Gapençaises, que souhaitez-vous faire pour peut-être faire avancer ce dossier? Tout simplement, il faut, comme les deux autres concurrents, il faut tout simplement soutenir ce dossier de la rocade parce que c'est quelque chose d'indispensable. On le voit au quotidien, par exemple, non seulement pendant les heures de pointe, mais à longueur de journée, vous avez donc des bouchons systématiques dans le centre-ville de Gap. Vous avez actuellement 14 000 véhicules par jour qui traversent donc ce centre-ville et effectivement cette rocade permettrait de pouvoir non seulement mieux circuler, mais aussi on pourrait avoir un meilleur environnement pour toutes les Gapençaises et tous les Gapençais. Vous n'en avez pas parlé en préambule de cette rocade, vous avez surtout parlé des transports en commun. La rocade, pour vous, c'est un projet secondaire? Ah non, c'est un projet qui est primordial, puisque c'est assez imbriqué. Parce que sans rocade, on ne peut pas développer aussi plus de transport. L'objectif, c'est aussi de rajouter des lignes pour traverser Gap, par exemple. Nous, ce qu'on propose, c'est de créer une ligne express entre Tokoro et Micropolis Gap Sud, pour tout simplement les travailleurs qui puissent atteindre leur lieu de travail beaucoup plus rapidement, avec quelques arrêts. Par exemple, vous aurez un arrêt en centre-ville, un autre à Tokoro et un autre à Micropolis, ce qui permettrait à tout un chacun de mieux circuler dans la ville. Mais effectivement, la rocade, c'est quelque chose d'aujourd'hui primordial, et c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on en parle. Ça fait bien une bonne trentaine d'années qu'il y a ce projet. C'est une arlésienne, quoi. Roger Didier, un dernier mot peut-être sur cette rocade et après nous passons à une autre question. Non, c'est pas forcément sur la rocade. Je crois que nous en avons assez parlé pour aujourd'hui. Mais quand même, quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans cette ville de 42 000 habitants, qui est une ville moyenne de province, et que l'on voit passer des 44 tonnes en plein centre-ville, que l'on voit la descente de l'avenue Commandant-du-Mont, également avec des poids lourds qui risquent un jour de créer véritablement un séisme au sein de notre population, on se demande pourquoi, depuis 1974 très exactement, rien n'a été fait pour un petit peu accélérer. Nous avions anticipé
à l'époque de Pierre-Bernard Raymond, nous avions anticipé l'achat de terrain. Aujourd'hui, nous avons tout ce qu'il faut, nous, pour aller de l'avant, mais je conseille à ceux qui risquent de s'aventurer dans la tentation et l'envie de bien faire. Toujours est-il, les comités de pilotage que je vis sont des comités de pilotage très difficiles, même si nous avons à la fois un préfet et un directeur général de l'Adréal qui sont à la manœuvre pour faire avancer ce dossier. Et ça, il faut le reconnaître. Très très rapidement, Elie Cordier, en 1 minute, et après nous passons à une autre question. Ce que je veux dire, c'est si demain les Gapençaises et Gapençais me font confiance pour devenir maire, je ne me contenterai pas des comités de pilotage. Il faut évidemment solliciter les ministres, il faut solliciter l'État à son sommet pour faire aboutir ce dossier. C'est un enjeu pour l'ensemble du territoire, pour le désenclavement, pour son attractivité. Il va falloir que demain, les élus pèsent lourd pour faire avancer ce dossier du désenclavement de la ville de Gap. Autre question en rapport avec la qualité de vie, c'est le projet pour le carré de l'imprimerie. Pour l'instant, c'est un petit peu un terrain vague. Le chantier est arrêté après des fouilles archéologiques. Le projet de la municipalité actuelle, monsieur Didier, ce sont des logements, des commerces, 2 salles de cinéma. Vos adversaires portent un projet de marché couvert. Passons d'abord la parole à monsieur Leroux. Monsieur Leroux, marché couvert, pour vous, c'est l'avenir dans le centre-ville de Gap? Alors ça c'est pas du tout au même endroit, parce que nous ce qu'on propose c'est de tout simplement créer un marché couvert, donc à 80% donc commercial, alimentaire, donc assez classique, et avec 20% donc dédié à une galerie d'art, surtout un art plutôt haut alpin et gapençais, avec des artistes locaux. Et ce qu'on propose tout simplement, c'est d'installer donc cette halle couverte à l'emplacement actuel du parking centre, qui est un peu, moi je dis que c'est un peu une verrue sur le centre-ville, et ça serait quand même beaucoup plus joli d'avoir un bâtiment assez fonctionnel. On pourrait très bien imaginer par exemple enterrer le parking actuel, mais après il y a un parking qui est pas très loin, c'est celui le parking des Michel. D'ailleurs je vais assez régulièrement quand je vais déposer des papiers à la mairie, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de place actuellement au parking des Michel. On a des étages qui sont quand même en journée assez peu remplis, donc on pourrait très bien construire donc une halle couverte sur l'emplacement du parking central aujourd'hui. Alors c'est vrai que nous avons parlé de ces 2 projets, le carré de l'imprimerie et la halle couverte. Elie Cordier. Nous, sur la halle couverte, on veut surtout étudier avec les commerçants du centre-ville, avec les agriculteurs. Moi, demain, je ne veux pas arriver à la mairie et dire, voilà, il y aura une halle couverte, elle se fera de cette manière, comme cela. Moi, je veux qu'un marché couvert puisse s'insérer avec les commerçants, avec les agriculteurs, le faire en concertation, pour voir si le projet effectivement est pertinent. Vous avez beaucoup parlé de votre programme. Effectivement, parce qu'il faut bien avoir des leviers importants pour redynamiser notre centre-ville. Il ne vous aura pas échappé qu'aujourd'hui, le centre-ville de Gap perd de son attractivité, perd de son dynamisme et doit retrouver une vitalité absolument impérative. Et pour cela, nous avons plusieurs leviers, étudier un marché couvert, mais aussi étendre la gratuité du stationnement dans les parkings pour redonner de la vie à nos commerces, agir aussi sur les loyers commerciaux. Bref, le centre-ville, pour moi, ce sera le dossier charnière du prochain mandat pour l'équipe d'Agir Ensemble pour Gap. Parce qu'un centre-ville qui vit, c'est une ville qui avance, c'est une ville qui est attractive, et je crois que c'est ce que doit devenir Gap dans les 7 prochaines années. Roger Didier, rapidement, vous êtes un peu en avance sur le temps de parole. Alors, par exemple, sur le carré de l'imprimerie, qui est un projet que vous portez avec des cinémas pour... C'est un dossier important du mandat précédent et du mandat qui arrive. Nous avons commencé les fouilles archéologiques. Elles ne sont pas à l'arrêt, contrairement à ce que vous pouvez dire. Et les fouilles archéologiques peuvent durer de 3 mois à 1 an. Le chantier est à l'arrêt, c'est ce que nous voulions dire. Non, le chantier fonctionne actuellement. Le chantier fonctionne. Et si vous voulez, les fouilles archéologiques, si on trouve quelque chose, ça va être rapide. Et si ce quelque chose-là n'est pas intéressant, on va mettre 3 mois. Si toutefois c'est plus intéressant, on va aller creuser un peu plus pour dépasser ce temps, et ça durera environ 1 année. Après cette année-là, il y aura encore 2 années de construction. Nous allons amener pas moins de 107 logements, des familles supplémentaires au centre-ville qui pourront louer ou qui pourront acheter les logements. Et je n'ai pas évoqué dans mon programme municipal le 2e dossier qui me tient à cœur sur cette partie de notre ville,
à savoir le dossier de l'îlot Pasteur. Mais je voudrais revenir un petit peu sur la halle que souhaitent mettre en œuvre mes collègues, à savoir que la ville de Gap n'a pas cette culture. La ville de Gap a une culture de marché ouvert. C'est comme cela qu'on retrouve le marché le samedi matin, que l'on retrouve un autre marché le mercredi matin et que l'on retrouve sur l'avenue Jean Jaurès un marché bio. Donc autrement dit, je suis plutôt orienté vers un marché ouvert, traditionnel, très historique sur la ville de Gap, et je m'autorise éventuellement, puisque nous allons lancer les assises du commerce local, je m'autorise à éventuellement évoquer ce dossier lors de ces assises-là. Voilà. Un mot juste rapide. Ce que je veux dire, c'est que la ville de Gap a surtout une culture commerçante. C'est une ville de passage, de carrefour. Et je crois que nous devons faire honneur aussi à cette histoire commerçante et remettre le commerce, la vitalité commerçante au cœur de notre centre-ville qui aujourd'hui malheureusement perd de sa superbe. Nous allons donc refermer ce thème général de la qualité de vie et nous allons passer à notre deuxième thématique. Et c'est un thème qui n'échappe jamais aux campagnes électorales, celui de la sécurité. La police municipale de Gap est aujourd'hui armée, elle compte plus de 20 agents. Vous proposez tous d'en augmenter les effectifs d'une manière ou d'une autre. Pourtant, Gap, quand on regarde les chiffres de la délinquance du ministère de l'Intérieur, eh bien, reste contenu au niveau de cette délinquance. On va commencer par vous, monsieur Raphaël Leroux. Qu'est-ce qu'apporteraient ces nouveaux policiers municipaux à la ville si vous augmentez les effectifs ? Tout simplement une présence policière 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, donc de la police municipale. Donc c'est une augmentation des effectifs qui permettrait d'avoir une meilleure présence sur le terrain, notamment la nuit, parce qu'actuellement il n'y a pas donc de police municipale la nuit, mais également renforcer aussi les effectifs au sein du centre de supervision urbaine, parce qu'actuellement entre 20h30 et 7h du matin, il n'y a personne en fait, aucun effectif derrière les caméras de vidéoprotection de notre ville. Combien, par exemple, vous parlez d'augmenter les effectifs? Est-ce que vous avez un chiffre? Est-ce que c'est doublé? Est-ce que c'est une idée, en tout cas, de l'augmentation de ces policiers municipaux? Je pense, oui, qu'effectivement, il faut doubler les effectifs des policiers municipaux pour atteindre donc une couverture 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ainsi que une meilleure couverture la journée, ce qui permettrait aussi d'avoir plus de patrouilles, parce qu'en ce moment, il y a une recrudescence des cambriolages sur la ville. J'ai d'ailleurs un policier qui a été cambriolé récemment, et donc c'est quand même un événement assez traumatisant pour les personnes qui en sont victimes, et avec une meilleure présence policière dans tous les quartiers, de manière à irriguer les quartiers de Gap, ça permet aussi une prévention justement de la délinquance en mettant beaucoup plus de bleu sur le terrain. Mais est-ce vraiment le rôle de la police municipale d'être présente 24 heures sur 24, même la nuit, et non pas celui de la police nationale finalement? Le souci, le problème, c'est que... Mais on peut aller tenter, monsieur le maire a déjà essayé, mais d'aller tenter d'autres policiers nationaux, mais on sait aussi que les policiers municipaux n'ont pas les mêmes prérogatives. Il n'y a pas assez d'effectifs de police nationale la nuit sur Gap. Il y a énormément de communes, même des communes gérées par les Républicains, le parti qui vous soutient, monsieur le maire, notamment à Nîmes, qui a créé donc une police municipale donc nocturne, qui permet d'avoir une meilleure présence policière tout au long de la journée à Nîmes. Donc c'est quand même des mesures assez fortes, mais il y a aussi par exemple l'élargissement de l'implantation des bornes d'appel d'urgence. Ça existe par exemple à Perpignan, où le LU. Alors à quoi ça sert concrètement? À appeler tout simplement les secours le plus rapidement possible grâce à cette borne. Elle se base où? Dans la rue, chez les commerçants? Oui, dans la rue. Vous en avez une donc au parc de la Pépinière. Bon, c'est vrai qu'on dirait un peu une bande d'autoroute d'appel, mais on voudrait donc ainsi l'élargir. Vous avez très bien imaginé donc élargir cette présence, cette implantation en centre-ville, mais également devant les écoles ainsi que devant les collèges, parce que la sécurité, c'est l'affaire de tous, et ça permet donc d'avoir
d'avoir un environnement plus serein, non seulement dans la vie quotidienne, mais aussi pour l'attractivité économique de notre ville, parce que la sécurité, c'est non seulement la première des libertés, mais c'est un pilier fondamental de la qualité de vie. Et quelques effectifs supplémentaires, c'est suffisant pour sécuriser, pour changer drastiquement les choses dans une ville de 41 000 habitants? C'est une première étape. Moi, je pense que augmenter les effectifs, c'est une première étape. Après, derrière, il faut voir en fonction, en concertation donc avec les habitants. Par exemple, il y a un vrai problème d'insécurité. Vous parlez des habitants, d'insécurité à Gap, selon vous? Oui, par exemple, je prends des chiffres assez simples. Donc, entre 2016 et 2024, donc en 2016, vous y avez 172 plaintes qui ont été déposées par des victimes de coups et blessures. Et ce chiffre est passé à 251 plaintes en 2024, soit une hausse de plus de 47% donc de ces plaintes. Je pense que c'est aussi, c'est pas seulement un sentiment... Ce qui reste modéré pour une ville comme... Vous parlez uniquement de Gap, oui. Ces chiffres. Et moi, d'ailleurs, Monsieur le maire avait justement parlé de l'augmentation de l'insécurité. Et je pense que, nous pensons à l'avenir Gap-Pensée que tout simplement, on doit agir à ce niveau-là. Et par exemple, un autre chiffre, vous avez actuellement, au niveau de la moyenne nationale, vous avez un policier municipal pour 1000 habitants. Or, à Gap, il n'y a que, donc pour des villes équivalentes à Gap, or à Gap, il n'y a que 0,52 policiers pour 1000 habitants. Alors bon, il y a plusieurs chiffres. Moi, j'avais d'autres chiffres en tête, mais on regardera cela si vous le souhaitez pour vous. Monsieur Cordier, sur la sécurité, je sais que vous souhaitez, vous aussi, la création d'une 3e brigade. Qu'en est-il? Pourquoi faire? Oui, effectivement, avec Agir Ensemble pour Gap, nous portons des propositions réalistes et finançables par le budget de fonctionnement de la ville de Gap. L'idée est la création d'une 3e brigade de police municipale, avec donc le recrutement de 6 policiers municipaux supplémentaires. Pourquoi? Pour effectivement permettre à la police municipale de se consacrer à son travail de proximité, puisque les missions de la police municipale et de la police nationale ne sont pas les mêmes. Donc se consacrer à un travail de proximité, notamment en soirée et la nuit, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et permettre au centre de supervision urbain d'être effectif 24 heures sur 24. Ça coûterait combien, pardon, je vous coupe, ça coûterait combien 6 policiers municipaux supplémentaires, par exemple, pour la ville? On a à peu près un salaire chargé pour un policier municipal à environ 40 000 € sur une année. Donc, en comptant aussi l'équipement... Vous multipliez par 6, on arrive à peu près effectivement à 250 000 € sur une année. Ce qui est d'ailleurs tout à fait soutenable pour le budget de fonctionnement de la ville de Gap. Et je pense aussi, on parlait de qualité de vie, que la sécurité est aussi un service public qu'on apporte aux Gapensais. C'est une solution importante que doit apporter une mairie à ses habitants, pour que tout le monde puisse vivre dans un cadre agréable, dans un cadre tranquille. Jusqu'à présent, à Gap, nous sommes plutôt préservés, et nous devrons aussi mettre le paquet sur la prévention, sur la médiation, sur l'utilisation aussi du rappel à l'ordre, pour éviter que des incivilités ne se transforment en délit ou en crime, et pour faire un travail d'accompagnement aussi. Est-ce que c'est un réel intérêt, ce rappel à l'ordre en mairie du maire? C'est un intérêt fondamental. Vous pensez réellement que des personnes délinquantes, en entendant ça rétablit l'autorité, va changer de comportement? Déjà, ça rétablit l'autorité publique. Et pour moi, c'est important de retrouver aussi un minimum de respect, qu'une institution publique comme la mairie puisse se faire respecter. C'est une valeur importante, le respect. Et ça permet surtout derrière d'enclencher un suivi des auteurs d'incivilité. Vous allez les suivre personnellement? Les services de la mairie seront là pour ça. Vous vous doutez bien que ça n'est pas au maire de suivre individuellement tous les dossiers au niveau de la ville de Gap et du rappel à l'ordre. Mais c'est un enjeu profondément essentiel, notamment quand on est sur des auteurs d'un jeune âge, pour pouvoir les suivre, les accompagner et éviter la transformation d'incivilité en délit ou en crime. Ça me semble absolument fondamental pour assurer la sécurité de nos concitoyens, des Gapensaises et des Gapensais. Monsieur Didier, je vous vois esquisser un sourire. Oui, ça m'arrive de sourire. Toujours est-il, j'entends tout ce qui se dit. Je pense qu'on oublie quelque chose en matière de montée en puissance de la police municipale. La police municipale n'a pas les mêmes prérogatives que la police nationale. Je donne un exemple. Quand vous avez quelqu'un qui est en ivresse manifeste sur la voirie,
vous ne pouvez pas le mettre en cellule de dégrisement si vous n'avez pas un officier de police judiciaire qui vous signe un document. Et donc c'est la police nationale. Donc aujourd'hui, nous aussi, nous avons envie d'un petit peu monter en puissance sur le nombre de policiers municipaux. Alors pourquoi faire s'ils ne servent à rien selon vous? Mais le problème, c'est qu'il faudrait, je crois que la législation est en cours d'évolution, et à ce moment-là, effectivement, il y aura un intérêt à faire en sorte que la police municipale et le nombre de policiers augmentent de façon à ce que nous puissions travailler. J'ai moi beaucoup demandé aux différents ministres de l'Intérieur de bien vouloir augmenter un petit peu le potentiel de police nationale, ce que j'ai pu obtenir, mais de façon très marginale. Il arrive quand même que certains soirs, la ville de Gap, une ville de 42 000 habitants, soit gardée par 2 voire 3 personnes. Est-ce qu'on trouve ça normal? Est-ce qu'effectivement, on doit se substituer à la police nationale avec notre police municipale qui n'a pas les mêmes prérogatives pour assurer à la fois la tranquillité et la sécurité urbaine? Vous n'apportez aucune solution finalement aux habitants qui voudraient plus de police. Je vous rappelle tout de même que nous avons des caméras en quantité, 500 que nous allons mettre en place 24 heures sur 24 les caméras et le fonctionnement de notre centre de supervision urbain, qui est un très beau centre de supervision urbain que nous aimerions mutualiser avec les forces de police nationales. Malheureusement, là aussi, nous ne sommes pas suffisamment entendus. Je pense que la 3e brigade, effectivement, CSU 24 heures sur 24, mais également des relations supplémentaires avec la police nationale pour qu'on puisse avoir une efficacité avec notre police municipale qui travaillera la nuit. Finalement, vous avez les mêmes idées que M. Leroux. Je crois qu'on a tous les 3 les mêmes idées. Non, en fait. Alors, je suis content de voir que mes idées sont reprises. Je voudrais quand même compléter un point. C'est que je suis intervenu en conseil municipal en septembre 2025 pour demander la création d'une 3e brigade de police municipale. Et à ce moment-là, la réponse de M. Didier a été négative. Donc je suis heureux de constater l'évolution de sa position. Par ailleurs, je voudrais revenir, car je sais que certains de nos collègues gapensais ont pu se laisser tromper par un visuel diffusé par l'équipe de M. Didier, expliquant qu'avec Mme Kuens, nous souhaitions désarmer la police municipale ou que nous souhaitions supprimer les caméras de vidéosurveillance aujourd'hui installées à Gap. Je voudrais dire que c'est une fausse information, une fake news, désolé du terme anglophone, qui ternit considérablement le climat de cette campagne électorale, de cette belle campagne électorale. Donc je voudrais rassurer les Gapensais pour leur dire que nous prenons la sécurité très au sérieux, que nous avons exprimé en premier dans le débat municipal, et ce dès l'année dernière, le souhait de création d'une 3e brigade. Et je voudrais dire toute l'importance qu'a ce sujet pour nous et de rétablir aussi les faits dans cette campagne municipale et dans cette campagne électorale. Très rapidement, Monsieur Leroux, on a évoqué rapidement les caméras de vidéoprotection. Si vous êtes élu, est-ce que vous souhaitez les augmenter en ville ou les maintenir telles qu'elles sont? Et si oui, pourquoi? Oui, tout à fait. Je souhaite augmenter donc le nombre de caméras de surveillance. Mais aujourd'hui, vous avez donc des dispositifs qui permettent, parce que les caméras de surveillance, c'est quand même quelque chose d'assez coûteux. Il faut les entretenir. Et il y a des dispositifs qui existent aujourd'hui. Vous pouvez faire des locations donc de caméras de surveillance pour les rajouter ces caméras dans des lieux qui ne sont pas actuellement couvertes, des lieux qui ne sont pas actuellement couverts donc sur la ville. 500 caméras pour une ville comme Gap, c'est quand même conséquent. Pour une ville en moyenne, pour une ville de 35 000 habitants, c'est 111. Oui. On est déjà très au-dessus. Mais on n'est jamais trop prudent. Hein. Alors allez-y. Attendez, il faut prendre en compte les caméras de voirie, 255, et les autres caméras qui sont dans nos infrastructures municipales. Bien sûr. Aussi bien dans nos parkings que dans les établissements municipaux. Mais je voudrais revenir 2 secondes, ça si vous permettez. Ça fait pas 500 caméras sur la voie publique? Au total, non, c'est pas sur la voie publique, c'est 255 donc, sur la voie publique. Effectivement, il vaut mieux je voudrais quand même dire un mot sur aussi en matière de caméras de vidéosurveillance. C'est la maintenance du parc existant. Parce que la ville a effectivement investi beaucoup d'argent dans l'installation de 500 caméras, mais aujourd'hui on constate régulièrement des caméras qui sont hors service,
hors d'état de fonctionnement. Parce qu'une fois qu'on les a installés, il faut ensuite du budget, et du budget important, pour les maintenir en bon état de fonctionnement. Et c'est aussi un enjeu, puisque ces caméras sont installées maintenant, de pouvoir maintenir le parc dans un état correct de fonctionnement. Roger, nous allons clôturer ce thème. Je veux revenir simplement sur ce qui a été dit concernant l'information que nous avons donnée, en particulier pour tout ce qui touche au budget de vidéosurveillance. En fait, ce qui était écrit par une des listes qui se présentait au premier tour, c'était la réorientation du budget consacré à la vidéosurveillance vers des moyens humains. Donc, l'interprétation que l'on peut faire, c'est que peut-être qu'il y a une baisse en volume de l'utilisation de la vidéoprotection, et cette vidéoprotection peut être remplacée par des moyens humains. Voilà, c'est tout. Et je veux clore le débat là-dessus parce qu'il n'y a quand même pas grand-chose en fait. Je crois que les propositions au contraire étaient assez convergentes, qui est de dire de mettre plus de moyens humains. 500 caméras, le nombre est suffisant, vous l'avez dit, pour une ville de 40 000 habitants. Il faut réorienter effectivement les priorités vers des effectifs humains sur le terrain. Donc quand on explique que je souhaiterais, avec l'équipe d'Agir Ensemble pour Gap, désarmer la police et supprimer les caméras de vidéoprotection, c'est tout simplement faux. Et je souhaiterais demander à M. Didier que cette fake news, toujours présente sur ses supports de communication, soit retirée avant la fin de la campagne officielle, ce soir à minuit. On va pouvoir clôturer ce thème de la sécurité, Hugo, et puis nous allons parler de la jeunesse maintenant. C'est une discussion que l'on entend souvent. Il n'y a rien à faire à Gap pour les moins de 30 ans. Est-ce que Gap, c'est une ville pour les vieux, Raphaël Leroux? En tout cas, la question a le mérite de faire rire le plateau. Non, moi je pense que ce Gap, c'est une ville pour tous. Et nous, ce que nous souhaitons mettre en place, c'est de créer donc une carte culture Gap, donc municipale, à destination donc des jeunes de 15 à 21 ans, ce qui permettrait, donc ça serait un dispositif complémentaire à la carte, au pass culture actuel au niveau national qui a été divisé par 2, et nous souhaitons mettre en place à destination donc des jeunes de 15 à 21 ans, tout simplement pour aller dépenser donc cet argent dans les librairies donc du centre-ville et un peu redynamiser le centre-ville et donc nos commerces gapençais, et ça permettrait aussi de rapprocher aussi nos jeunes de la culture. Au-delà des livres, des librairies, on entend aussi souvent qu'il manque de lieux festifs dans Gap, que les bars ferment trop tôt le soir dans le centre et qu'il n'y a qu'une seule boîte de nuit qui est ouverte seulement le week-end. Comment faire en sorte que on a une population étudiante sur Gap, 5% des habitants sont des étudiants, comment faire en sorte qu'ils s'amusent aussi à Gap, comme dans d'autres villes étudiantes? Ben là, j'en avais aussi un peu parlé à travers la question des transports. Il faut aussi améliorer aussi les transports en soirée, notamment les jeudis soirs, les vendredis soirs et les samedis soirs, ce qui permettrait aussi de pousser, donc de permettre aux jeunes de pouvoir sortir de manière ponctuelle le soir ou de manière régulière, et c'est une condition donc indispensable, mais aussi complémentaire aussi à la sécurité. Donc une meilleure présence policière le soir de la police municipale permettrait aussi de rassurer nos jeunes gapençais, tout simplement pour pouvoir sortir dans les bars du centre-ville, mais également du coup la discothèque, l'unique. Monsieur Didier, est-ce que la ville de Gap intéresse assez les jeunes? Peuvent-ils réellement s'amuser, s'épanouir ici? Bien, je pense quand même que nous avons suffisamment de réponses qui permettent à nos jeunes à la fois de pouvoir s'épanouir, de pouvoir s'amuser en centre-ville et ailleurs. Toujours est-il, il faut quand même remarquer une chose, c'est que nous avons la volonté de créer un lieu jeunesse. Et nous avons des difficultés pour trouver le local correspondant à nos besoins. Et nous avons tout un projet que je pourrais énumérer, mais ça me prendra énormément de temps, pour que les jeunes de 16 à 25 ans puissent être accueillis dans ce lieu, de façon, là aussi, à organiser un petit peu la vie des jeunes, avec, à terme, et assez rapidement, la création d'un conseil municipal de la jeunesse. Est-ce qu'il faut absolument un lieu dédié, ou alors laisser aussi la possibilité aux bars, aux différents établissements festifs du centre-ville de créer une ambiance? J'ai pas parlé des bars de nuit, j'ai parlé d'un lieu
où peut s'organiser la vie de la jeunesse, en quelque sorte. Et ensuite, les organisations privées, comme celle que nous avons sur Gap, je ne vais pas rappeler tous les lieux qui, aujourd'hui, peuvent être fréquentés par des jeunes. Toujours est-il, ce qu'il faut, c'est organiser un peu mieux et faire en sorte que les jeunes puissent être des initiateurs. Nous l'avons fait, par exemple, pour nos concerts d'éclat d'été. Il y a eu un appel à candidature pour une vedette qui s'appelle Genesio. Les jeunes ont pris le dossier du tout début jusqu'à la fin, y compris au moment où il fallait présenter la vedette. Donc je crois qu'il faut travailler dans ce sens. Quand, par exemple, nous désimperméabilisons certaines parties de la ville, c'est visible actuellement, eh bien, la première désimperméabilisation qu'il y a eu sur la ville, ce sont des jeunes qui sont venus me trouver et nous avons pu la mettre en œuvre. Et je crois que c'est une prise en compte et c'est un regard que nous devons avoir sur notre jeunesse pour qu'elle puisse participer à la vie de la commune. Et donc la création de ce conseil municipal de la jeunesse sera profitable et nous aurons un panel d'activités qui pourront répondre très certainement à la demande. Est-ce que vous l'entendez assez à la jeunesse? Quand on regarde votre liste, la moyenne d'âge, elle dépasse les 50 ans. Est-ce que véritablement, votre liste, elle a envie de s'engager pour ces jeunes? Je vais vous faire remarquer une chose, parce que j'ai regardé un petit peu comme mon collègue M. Cordier est quelqu'un de très jeune, et que moi je suis plutôt un peu plus âgé. Je regarde tout ça et je l'ai calculé. La liste de M. Cordier, la liste d'origine, je dis bien, parce que j'ai pas encore recollé les morceaux des deux listes. Toujours est-il, la liste de M. Cordier a une moyenne d'âge qui est plus élevée que la mienne. Monsieur Cordier, pour les jeunes, je voudrais répondre, parce que j'entends Monsieur Didier expliquer que je suis trop jeune. Je voudrais dire aussi qu'il vaut mieux être trop jeune qu'un peu trop usé. Et je voudrais prendre exemple sur le maire de Gap, qui a sans doute été le plus grand maire de l'histoire de la ville de Gap, M. Émile Didier, qui, quand il est devenu maire en 1947, avait une trentaine d'années, soit mon âge aujourd'hui. Et je voudrais dire que la valeur n'attend pas les années et que l'expérience n'est pas toujours un gage d'efficacité. J'entends effectivement M. Didier déplorer, comme moi, l'absence d'avancement de la rocade, l'absence d'effectifs suffisants de police sur Gap. Ce que je voudrais vous dire, c'est que M. Didier est aux responsabilités depuis 2001, depuis 25 ans, et qu'il faut aussi savoir qu'il y a un temps pour tout, et que même si notre équipe présente des âges différents... Ce que vous dites, c'est que je suis jeune. Doit prendre la porte? Absolument pas, absolument pas. Je ne m'exprime absolument pas dans ces termes-là. Je suis jeune, élu au conseil municipal depuis plusieurs années. J'ai beaucoup d'expérience et de compétences dans mon équipe pour travailler. Et je voudrais dire que nous sommes prêts à gérer la ville de Gap. Nous sommes prêts à la gérer pour la jeunesse. Vous avez parlé du sujet de la jeunesse. Pardonnez-moi, mais je trouve ça un peu réducteur de se contenter de parler des activités festives pour la jeunesse gapençaise. C'est pourtant un thème qui revient régulièrement. Il y a bien d'autres choses à mettre en place. L'offre de formation d'enseignement supérieur qui a eu tendance à se rétracter un peu sur la ville de Gap et qu'il va nous falloir étendre à nouveau. Une loi est en cours d'étude au Parlement pour installer une première année d'études de médecine dans tous les départements de France. Nous souhaiterions, si demain nous sommes élus, installer une première année d'études de médecine à Gap plutôt que de la voir s'implanter à Embrun ou à Briançon. La jeunesse, c'est aussi les opportunités en termes d'emploi, de soutenir la création d'entreprises par les jeunes. Et c'est pour ça que nous mettrons le paquet sur le soutien à l'incubateur Gap, géré conjointement par la ville de Gap et la Chambre de commerce et d'industrie. Et je voudrais aussi ajouter que la jeunesse, ça va de 0 à peut-être 25-26 ans. Et qu'effectivement, il faudra que la jeunesse soit partout en ville, et notamment au conseil municipal. Et pour faire entendre la voix de la jeunesse, rien de mieux que de voter pour une liste qui met la jeunesse au cœur de ses préoccupations. C'est la liste Agir ensemble pour Gap. Monsieur Didier. Non, là je peux pas ne rien dire. Nous avons quand même beaucoup travaillé, et je crois aujourd'hui que il est effectivement grand temps de prendre en compte un peu plus encore notre jeunesse. Toujours est-il, quand on parle d'enseignement supérieur, j'ai entendu ce que disait M. Cordier il y a maintenant quelques semaines. Nous avons travaillé sur l'accueil d'une première année de médecine. Le problème, c'est que mon collègue, qui est aussi conseiller régional, le doyen Leonetti, m'a dit mais Roger, tu ne pourras pas avoir
de première année de médecine. Pourquoi l'avoir intégré dans votre programme? Attendez, j'ai intégré dans mon programme la possibilité de ce que m'a dit le doyen Leonetti, d'avoir pour l'année 2027-2028 une première année de médecine. Mais je ne dis pas que nous pouvons la mettre en œuvre dès l'année qui arrive. Donc, autrement dit, Ça n'est pas ce que 2026, c'est une chose. Après, il y a quand même un élément important que nous avons mis en place conjointement avec le président Berton, qui est le président d'Aix-Marseille Université, quand il m'a dit, mais nous allons mettre en place un système qui va permettre à vos Gapensaises et à vos Gapensais de travailler à distance et de faire de l'enseignement supérieur à distance. Ça s'appelle études sup connectées. Aujourd'hui, c'est un véritable succès. Je pense qu'il mérite d'être un petit peu élargi encore, puisque nous donnons le personnel et AMU donne les locaux et le matériel. Nous en sommes à 36 étudiants à l'heure qu'il est. Donc c'est une très bonne chose. D'autant que certains de nos jeunes ne veulent pas et n'ont pas trop envie de s'expatrier. Donc ils peuvent travailler à distance sur tous les domaines que l'on peut trouver dans le cadre de Parcoursup. Et c'est une satisfaction pour moi. Et je crois que nous avons bien fait avec le président Berton d'organiser cette étude sup connectée. Voilà. Raphaël Leroux, est-ce qu'on peut créer de nouvelles formations à Gap, offrir de nouvelles formations et surtout des formations qui donnent des débouchés sur le territoire, parce que c'est aussi ça qui manque parfois? Oui, moi je pense qu'il faut soutenir la création de nouvelles formations sur Gap, mais pour y parvenir, nous ce que nous proposons, c'est de mettre des locaux à disposition. Des locaux à disposition pour créer ces formations, par exemple sur l'innovation, etc., sur la commune de Gap. Après, il faut rappeler quand même que la formation, ce n'est pas la formation professionnelle, et les études supérieures ne sont pas des compétences municipales, mais il faut aider, il faut parler avec les différents acteurs, que ce soit économique, avec l'État, avec les collectivités, et notamment avec la région, qui s'occupe aussi des formations professionnelles. Et donc il faut avoir un dialogue assez constructif et justement ne pas se mettre à dos les différentes institutions en ayant un respect mutuel. Dans quel domaine est-ce qu'on doit pouvoir accueillir de nouveaux étudiants? Dans quel domaine est-ce qu'ils vont pouvoir travailler sur notre territoire? C'est vrai qu'il y a une carence au niveau de la santé, mais mes deux concurrents en ont parlé. Mais on peut également agir tout simplement sur les métiers, par exemple, du tourisme, les filières de la montagne ou encore de l'écologie, parce que sont quand même des domaines qui sont importants dans les Hautes-Alpes, et des filières aussi d'avenir sur l'innovation ou sur la tech, par exemple. On pourrait donc accueillir différentes formations, et l'objectif, c'est justement de parler avec les différents acteurs économiques. Est-ce que l'enjeu, ça n'est pas aussi de faire venir des entreprises, leur donner envie de s'implanter à Gap? Oui. Comment on fait? Tout simplement en agissant. Vous avez aussi les infrastructures. Avec les Jeux Olympiques d'hiver, ça pourra permettre justement aux Hautes-Alpes, puisque malheureusement il n'y a pas eu la finalisation de l'autoroute, mais l'objectif, c'est les Jeux Olympiques d'hiver, c'est pas juste les 15 jours d'épreuves, etc. C'est d'avoir des infrastructures routières qui permettent de sécuriser nos routes, par exemple les routes nationales, en ayant des créneaux de dépassement, des zones plus sécurisées, pas seulement des ronds-points, mais également les créneaux de dépassement. Ça permet non seulement de faciliter la circulation, ça agit aussi sur la sécurité routière, parce que vous avez les personnes qui sont obligées souvent, par exemple pour venir ici à Chorges, il y a souvent des accidents, et ça permet une sécurisation de nos routes et aussi de préserver nos vies. Vous avez fait la transition justement avec le prochain thème que nous allons ouvrir, celui du sport.
Le sport qui est bien entendu un marqueur identitaire de la ville de Gap, avec bien évidemment l'équipe Fagnon, les Rapaces de Gap. Or, l'an dernier, l'enveloppe de la commune pour les Rapaces, elle est passée de 247 000 à 417 000 euros. Ça n'a pas forcément été reconduit cette année, ça doit être décidé par le conseil municipal. Est-ce que c'est tenable sur le long terme, Raphaël Leroux, parce que les résultats n'ont pas suivi, mais est-ce que le hockey c'est suffisamment ancré à Gap pour justifier ces investissements? Oui. Ouais, j'estime que le hockey avec les Rapaces, ça fait partie de la culture aussi gapençaise, et il faut continuer à soutenir nos Rapaces. Il faut donc moi si demain je devenais donc maire de Gap, je maintiendrai évidemment la subvention actuelle, et effectivement la ville continuera donc à soutenir le hockey, le développement du hockey, et notamment voilà sur la patinoire. Alors je sais qu'elle a été refaite, rénovée donc en 2012, elle est quand même assez récente, mais effectivement vous avez aussi une patinoire extérieure qui pourrait être utilisée donc en la fermant, qui pourrait être réutilisée notamment pour les scolaires, ainsi que pour plus adapté donc au niveau du public, donc une utilisation donc toute l'année, ce qui permettrait donc d'élargir voilà les horaires et les créneaux disponibles, notamment pour les scolaires. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, il faut augmenter cette subvention municipale pour les Rapaces de Gap pour leur permettre d'être plus compétitifs, notamment en Ligue Magnus? Moi, je pense redonner au hockey gapençais, c'est la lettre de noblesse. Je pense qu'il faut en discuter. Il faut discuter donc avec le club, il faut discuter avec les différents acteurs d'une revalorisation donc de cette subvention. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui elle est indispensable parce que ça permet donc le développement et le soutien donc de cet aspect donc qui est sportif mais aussi culturel, qui fait partie donc de la ville. Élie Cordier, sur cette question du soutien aux Rapaces de Gap. Évidemment qu'il faut que la ville de Gap soit là pour les Rapaces, à la fois pour le club professionnel en Magnus, mais aussi pour les sections jeunes qui représentent des centaines de licenciés sur notre ville et qui aujourd'hui manquent d'ailleurs, comme le club de patinage, de temps de glace pour s'entraîner. Moi, vous savez, je suis un enfant gapençais, donc depuis mes plus jeunes années, j'assiste à peut-être une dizaine ou quinzaine de matchs à domicile chaque année à l'Alp Arena pour soutenir les Rapaces. J'ai connu la joie des succès en Magnus. Aujourd'hui, évidemment, les temps sont plus difficiles, mais un club, c'est comme la vie d'un homme. Des fois, on a des temps forts, des fois, on a des coups durs. Et c'est quand les coups durs sont là qu'il faut évidemment que la ville soit là pour le club, en échange permanent avec l'encadrement. Et donc concrètement, qu'est-ce que cela implique de la part de la municipalité? Mais ça peut impliquer énormément de choses. Un soutien au niveau des infrastructures. Je vous le disais, les difficultés principales aujourd'hui en matière d'entraînement sont les temps de glace disponibles. On fait comment, du coup, pour régler ce problème? Il va évidemment falloir travailler à partir de la structure actuelle, notamment sur la deuxième patinoire, qui, à l'heure actuelle, est une patinoire extérieure, notamment pour le club de patinage, les sections mineures du hockey. Et je voudrais aussi rappeler, mais que sur la liste Agir ensemble pour Gap figure un pilier du sport à Gap, Serge Isnard, président de l'Office municipal des sports, qui a initié tellement d'événements sportifs au niveau de la ville de Gap, qui permet justement de porter haut les couleurs du sport à Gap dans notre liste, et qui demain les portera haut au sein du conseil municipal. Roger Didier, sur les soutiens aux Rapaces de Gap, qui a baissé au fil des années. Vous avez très bien donné le chiffre. Ce que je crois, je pense que malgré la hausse de cette subvention, qui en fait n'est pas une véritable subvention. Attention, nous ne sommes plus sur un club associatif, nous sommes sur un club professionnel. Et ce n'est pas la même chose. En ce qui concerne la patinoire dont parlent mes deux collègues, eh bien, cette patinoire, nous sommes en train de la modifier. Elle va servir justement à décaler un petit peu du temps de glace pour tout ce qui est apprentissage du patinage artistique, mais également du tout début des hockeyeurs. Différemment, nous ne pourrons pas la couvrir parce que nous sommes liés au problème de risque d'inondation qu'il y a avec la Luye qui est juste à côté. Autrement dit, ce sera une couverture qui pourra s'enlever ou se mettre en fonction des besoins climatiques, si je peux m'exprimer ainsi. Toujours est-il, nous ne pourrons pas la couvrir.
on n'a pas la possibilité de faire une couverture en dur parce que la lui risque de poser problème. Déjà, nous avons eu un problème lors de la création de l'Alparena. Donc, autrement dit, on va avoir une surface supplémentaire. On pourrait un peu déporter des temps de glace par rapport à l'espace patinoire classique, ce qui nous permettra justement de monter en puissance, d'autant que nous allons libérer la salle de danse qui est à l'Alparena pour la transférer au conservatoire à rayonnement départemental en créant une nouvelle salle de danse. Donc autrement dit, des surfaces supplémentaires pour le centre de formation, puisque vous savez que nous sommes centre de formation également, mais aussi du temps de glace pour la patinoire principale. Voilà. Ça se finance comment? Ça coûte combien? La transformation de la patinoire de loisirs en patinoire traditionnelle avec barrières, etc., nous oblige à changer un des groupes froids, c'est-à-dire le groupe froid numéro 3, que nous montons en puissance d'un point de vue efficacité. Ça va coûter environ 4 à 500 000 euros. Et est-ce que cet argent, il ne va pas manquer pour les autres associations de la ville, les autres clubs sportifs? Non, absolument pas. Nous avons quand même... Attention, ce que nous investissons pour le groupe froid, c'est structurel, si vous voulez. Ce n'est pas quelque chose que nous répéterons chaque année. Donc, autrement dit, c'est un investissement. C'est un projet qui est en train de voir le jour, avec toute l'efficacité dont nous voulons disposer pour pouvoir ouvrir cette patinoire 10 mois sur 12. Et donc, cela n'a rien à voir avec du fonctionnement comme nous l'attribuons à nos associations. Je crois que nous aidons environ 300 associations par an. Je crois effectivement qu'il faut avoir aussi une politique globale en matière de sportifs. C'est à la fois une politique de soutien aux clubs et de soutien aux associations, leur permettre plus d'infrastructures, notamment des dojos pour les associations d'arts martiaux. Il faut aussi la mise en place d'un terrain synthétique pour le club de rugby qui aujourd'hui ne peut pas s'entraîner toute l'année, vous me passerez l'expression, qui des fois doit travailler avec un champ de patates sur le terrain actuel. Donc il y a évidemment des choses à faire au niveau des infrastructures. Mais à Gap, il y a 17 000 licenciés. Vous imaginez, un Gapensais sur 2 est licencié dans un club sportif. C'est formidable. Nous sommes une des seules villes en France à avoir un taux de licenciés aussi élevé. Et c'est pour cela que nous, le soutien aux associations sera au cœur du travail que nous mettrons en place. Et dans les projets que nous avons portés respectivement au premier tour, la liste Ambition pour Gap de Madame Kuens et Union pour Gap en ce qui me concerne, nous portons aussi le projet d'avoir des subventions pluriannuelles, avec la possibilité pour les clubs d'avoir une meilleure visibilité. Quand une subvention est versée pour 3 ans, c'est plus simple pour le club d'avoir de la visibilité en termes de projet, d'acquisition d'un minibus. Par exemple, aujourd'hui, beaucoup de clubs manquent de minibus pour se déplacer, pour aller jouer des matchs ou des tournois à l'extérieur le week-end. Donc il y a une politique globale à envisager pour le sport à Gap. Et comme je vous le disais, je suis très reconnaissant à Serge Isnard, qui est une personnalité emblématique du monde sportif gapensais, de m'avoir rejoint pour apporter toutes ses compétences à l'équipe d'Agir Ensemble. Mais vous savez que les budgets ne sont pas non plus extensibles pour une municipalité. D'ailleurs, nous avons le programme le plus raisonnable de cette campagne municipale. Parce que quand on vous entend, vous avez de très grands projets. Nous ne sommes pas la liste qui portons le projet le plus coûteux pour la ville de Gap. Donc nous avons des projets raisonnables et vous savez aussi que la capacité d'investissement de la ville de Gap sur l'ensemble d'un mandat s'élève à peu près à 120 millions d'euros. Donc cela nous laisse évidemment de la latitude pour avancer, pour travailler et pour faire en sorte d'améliorer les conditions de travail des associations et des clubs. Je pense aussi aux clubs de handball qui réalisent des résultats absolument formidables. Je pense au club de rugby, je vous le disais, au club de foot. Alors, mais d'autres disciplines aussi, pardon. Mais l'athlétisme, avec Robin Hémig, qui fait du saut à la perche, nous avons un athlète de niveau olympique à Gap. Il serait bien, par exemple, que la ville puisse mettre à disposition nous avons bien compris que vous souhaitez des infrastructures d'entraînement toute l'année. Tous les sportifs et tous les sports. Roger Didier, très rapidement, nous vous voyons réagir au propos des Cordier. Juste une rectification. Je pense que M. Cordier ne connaît pas bien les chiffres du budget de la ville. En fait, l'investissement dont il vient de parler à hauteur de 120 millions sur une année... Non, sur le mandat. C'est totalement faux. Sur le mandat. C'est totalement faux. J'ai dit sur le mandat, pas sur une année. C'est totalement faux. L'investissement que l'on peut faire avec les moyens dont nous disposons, c'est quelque chose qui relève d'un mandat complet. C'est-à-dire que nous sommes environ à 130 millions de coûts sur les
6 années, voire un petit peu plus sur La les 7 précision est années, faite. s'il y a 7 années, mais ce que j'ai bien entendu, c'était 120 millions sur le dans mandat. l'année. Non, sur le mandat. Ça sera donc sur le mandat. J'ai expliqué effectivement sur le mandat, donc nos chiffres Non, tout à fait. sont tout à fait convergents, C'est faux. monsieur Didier. Et encore une fois, je voudrais insister quand même sur le caractère raisonnable et rigoureux de notre programme. J'ai vu des projets assez démesurés, exotiques même, émerger dans cette campagne municipale. Quand on parle d'un zénith patinoire dont le coût s'élèverait à 50 ou 60 millions d'euros, ça dilapiderait la moitié du budget d'investissement de la ville de Gap sur le mandat pour un seul projet. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous avons des projets, mais qui sont déjà des projets utiles aux Gapensaises et aux Gapensais, qui sont des projets finançables et qui sont des projets finançables sans augmentation des impôts locaux, que ce soit le taux Nous y municipal de reviendrons, taxes foncières nous y ou reviendrons encore tout à la l'heure. cotisation foncière des entreprises. Oui, non, je veux rectifier un petit peu quand même ce qui s'est dit. D'abord, je n'ai jamais parlé de 50 à 60 millions pour une salle polyvalente qui pourrait effectivement nous servir, entre guillemets, de zénith. Quand je dis qu'il faut éventuellement profiter d'un héritage par la labellisation de la ville pour les Jeux Olympiques, c'est pour essayer justement de rapatrier ce gâchis financier qui risque de se faire sur la ville de Nice vers notre territoire. Et en rapatriant ce gâchis financier, nous rapatrions aussi un volume important financier, sachant que la participation de la ville sera très très marginale, de l'ordre de 5 à 10%. Et le montant global qui serait pris en compte, ce n'est pas 50 à 60 millions comme il est dit là, c'est 30 à 35 millions d'euros. C'est tout. Mais nous ne payons qu'environ 5 à 10%. Nous, alors, Ce projet, Monsieur Leroux, c'est Monsieur Leroux, irréaliste de pouvoir Alors, dire que la ville de Gap n'aurait qu'à apporter nous allons laisser 5% parler Monsieur Leroux parce que du vous êtes financement. très en avance. Mais, Allez-y. voilà, juste ce que je voudrais rajouter, c'est monsieur Didier, que nous n'aurons pas les Jeux Olympiques à Gap. Donc ça sert à rien de faire un zénith patinoire Mais à si. 6 ou 12 Mais 000 si places. nous n'avons pas les Jeux Olympiques, nous ne ferons pas de zénith. C'est Mais la raison. la ville de Gap ne fait pas partie de la carte Qui des vous Jeux l'a- Olympiques. Qui vous l'a dit, monsieur Leroux? Eh ben, c'est public. Non. C'est dans non. les médias. Enfin, La les seules disciplines qui vont être écoutez-moi, ajoutées, c'est des La disciplines complémentaires. finalisation des sites olympiques ne se fera qu'au mois de juin. C'est la raison pour laquelle j'essaie d'activer le monde économique pour qu'on regarde un petit peu si cette éventuelle labellisation et cette éventuelle manne financière qui Oui. pourrait tomber sur notre territoire puisse nous être attribuée. Donc, Mais autrement dit, le village olympique est à effectivement, Briançon. Non, il y a un village olympique aussi à Nice. Oui, mais je- ils vont je pas venir. force- Ils vont pas venir je de Nice force jusqu'à Gap. énormément Hein. pour essayer de tirer vers nous une couverture, une manne financière qui, à mon sens, serait intéressante parce qu'aujourd'hui, le Quattro, 1047 places assises, le Tempo, 225 places assises, la Passerelle, 840 places Et assises. autant agrandir le Il faut Quattro. quand même, si on veut avoir un peu d'ambition, Oui. se projeter, même si ça peut vous paraître irréaliste, toujours est-il, cela ne se fera pas si on n'a pas l'apport financier voulu. Mais on Et l'aura pas. c'est là où il est très important Très rapidement, et on va d'anticiper clôturer ce thème. au niveau de la ville de Gap. L'Alparena et le Quattro sont des projets réalisés par monsieur Didier. Et voir loin, c'est voir aussi Non. les besoins du territoire. Et effectivement, aujourd'hui, nous n'avons pas la possibilité sur Gap d'accueillir des artistes faute d'une salle à jauge suffisante. Et c'est pour ça que en matière de gouvernance, l'anticipation est absolument essentielle pour notre ville et pour l'avenir de Gap. Merci. C'est pas sous mes mandats qu'on a construit le Quattro. Hein. En En 2012. quelle année le Quattro a-t-il été Le inauguré? Quattro a été construit à l'époque de M. Pierre-Bernard Aymon. dont vous Je étiez n'ai premier fait, adjoint. je n'ai fait que l'inaugurer et j'ai fait simplement, j'ai financé la partie scénique. Ça s'arrête là. Voilà, merci pour ces précisions. Citoyen On financier. va donc ouvrir notre dernier thème qui concerne la gouvernance. Si vous êtes élu maire, et je m'adresse d'abord à vous, monsieur Leroux, vous devrez décider avec une opposition. On sait que les échanges sont parfois tendus, cela fait partie du jeu démocratique. Pourquoi, selon vous, si vous êtes élu, vous feriez un meilleur maire que Élie Cordier ou que monsieur Roger Didier?
Tout simplement parce que moi je souhaite impliquer les citoyens dans la vie de la commune en leur redonnant en redonnant parole donc aux Gapençaises et Gapençais à travers tout simplement des référendums locaux. Par exemple sur des grands projets assez coûteux, on pourrait par exemple sur une éventuelle patinoire agrandie, etc., passer par des référendums locaux en demandant l'avis des Gapençaises et Gapençais sur des projets qui impactent leur quotidien, notamment leurs finances, parce que on a vu que ces 6 dernières années la taxe d'habitation avait augmenté et lorsqu'on voit justement tous ces projets assez coûteux, ça impacte le pouvoir d'achat des Gapençais. Où est-ce que l'on place le curseur justement pour parler d'un référendum? Vous parlez là de projets coûteux. La rocade, par exemple, vous êtes un défenseur de cette rocade. Oui. On consulte les Gapençais. Après, c'est un projet qui est quand même assez ancien et c'est une nécessité aujourd'hui absolue pour le développement de Gap. Mais c'est le but de faire des référendums, c'est sur des projets futurs. Et justement, ça permettrait, notamment je crois que M. Didier avait proposé justement un référendum local, qui n'a pas été fait, mais sur l'agrandissement de la piscine, ainsi que sur un plan d'eau. Mais il y a le fameux plan d'eau qui est aussi, là aussi, comme la rocade, un serpent de mer. Mais si vous l'avez, il me semble que vous l'avez proposé en 2020, le plan d'eau. Et il n'a pas été fait pour des raisons techniques. Il n'a pas été réalisé. Et justement, le projet d'un référendum serait une très bonne chose. Et je pense qu'il faudrait mieux investir sur l'existant, notamment sur les 2 piscines de la ville. Comment vous géreriez justement les finances aussi de la ville entre équilibre d'investissement et équilibre aussi de fonctionnement, entre guillemets? Tout simplement sur le fonctionnement, il y a quand même le fonctionnement est indispensable aussi pour la gestion d'une commune. On a besoin de fonctionnaires, c'est indispensable, même si certains n'aiment pas trop les fonctionnaires. Mais voilà, quand on est à la tête d'une commune, on est aussi à la tête d'une administration, et donc il y a des gens qui font des personnes, que ce soit des fonctionnaires ou des contractuels, qui font un travail formidable. Les effectifs, par exemple, des personnes travaillant pour la municipalité. Après, nous, à la tête de la ville, on mettra en place donc un audit, sur les finances, tout simplement pour voir. Un audit qui coûte de l'argent pour parler des finances. Mais en fait, quand on arrive à la tête d'une commune, il faut effectuer un audit indépendant pour voir comment et gérer l'argent et comment fonctionne donc la ville. C'est quelque chose d'indispensable, et avec cela, donc on peut mieux gérer justement le fonctionnement de la commune. Et Licordier. Moi, je voudrais déjà rassurer les Gapençaises et Gapençais. Si nous arrivons aux responsabilités, nous ferons confiance aux agents municipaux et de l'agglomération qui aujourd'hui sont en place. Nous irons au bout des projets qui actuellement sont engagés. Nous poursuivrons le versement des subventions qui ont été prononcées. Et ce que je veux dire, j'ai entendu, je crois, la question, c'est est-ce que vous seriez un meilleur maire que vos concurrents? Moi, je ne vois pas les choses en termes de meilleur et de moins bon. Je pense qu'aujourd'hui, l'équipe sortante a fait son temps, après 25 ans de gestion de la ville, et qu'il est temps pour un nouveau souffle pour notre ville. Mais pour un nouveau souffle qui est différent, qui place au cœur de son action l'écoute, le dialogue, la concertation, le travail en commun avec les élus du Champsaur sur la question de l'eau, avec l'État sur la question de la rocade, avec les élus du département, avec les élus de la région. Il n'y a pas assez de dialogue dans la mandature actuelle? Aujourd'hui, la difficulté est que l'absence de dialogue pénalise les Gapençaises et Gapençais, puisque les projets qui se font à Gap sont moins financés que la moyenne. Tout à l'heure, M. Didier a expliqué que le projet de Zénith ne serait financé qu'à 5% par la ville de Gap. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est plutôt que les projets sont financés à 95% par la ville de Gap. Je vous prends l'infrastructure des Michels, seulement 600 000 € de subventions publiques pour cette infrastructure. Donc moi, ce que je veux dire, j'ai énormément de respect, et je l'ai dit à plusieurs reprises, pour le travail de M. Didier et tout ce qu'il a accompli au service de notre ville. Simplement, il est temps pour autre chose. Il est temps pour une nouvelle équipe, pour une nouvelle méthode et une gestion sans augmentation du taux municipal de la taxe foncière, sans augmentation des impôts locaux, une gestion raisonnable, une gestion rigoureuse, une gestion soucieuse des deniers publics, d'une bonne utilisation du moindre euro d'argent public, parce que c'est dans l'intérêt des Gapençais.
Monsieur Leroux, vous êtes très en retard sur le temps de parole. Monsieur Didier, je vous ferai réagir très rapidement après. Est-ce que vous pensez que la ville de Gap utilise toutes les possibilités qu'elle a entre ses mains, justement, pour avoir des subventions publiques d'autres collectivités, que ce soit l'État, la région, le département? Moi, je pense qu'il faut renouer le dialogue effectivement entre l'État et la ville de Gap. Il est rompu selon vous ce dialogue actuellement? Oui. Il y a, tout le monde connaît la personnalité de Monsieur Didier. D'ailleurs, quand on l'appelle au téléphone, il répond pas forcément. Je ne pense pas qu'il faille amener ce débat sur le terrain de la personnalité. Il faut se respecter les uns les autres, ça me semble important. Allez-y, continuez. Et il faut renouer tout simplement le contact avec les différentes collectivités. Et comment concrètement? Avec un dialogue concret entre la région, le département et l'État pour tout simplement construire des projets financés ensemble d'une manière sereine. Un dialogue, ça se construit comment? C'est une personne qui est détachée de la mairie pour aller rencontrer justement ces collectivités, qui connaît particulièrement bien les dossiers, les rouages administratifs? Oui. On a besoin donc d'envoyer effectivement une personne de la mairie pour aller rencontrer, notamment le maire, pour aller rencontrer ces collectivités. Quel profil doit avoir cette personne? Le maire. Le maire, oui, il y a le maire, après il y a aussi les adjoints. Vous avez des différents adjoints et qui sont tout à fait habilités à rencontrer les différents partenaires. Il faut plutôt justement des politiques ou des techniciens fins connaisseurs de leur dossier? Qu'est-ce qui est le plus efficace quand on va rencontrer une administration? Les deux. Il faut des gens, des fonctionnaires qui connaissent leur travail, mais également des politiques qui prennent des décisions et qui prennent aussi des décisions courageuses. Et vous, en tant que maire, vous incarnez à la fois ce technicien et ce politique qui va savoir manœuvrer dans ces rouages administratifs? Je pense que oui. Après, je suis pas quelqu'un de prétentieux, mais voilà. Est-ce que, par exemple, vous souhaitez, si vous êtes élu maire, prendre la présidence de l'agglomération? Non. Pour quelle raison? Tout simplement parce que je vais être un maire à plein temps, au service de sa commune et au plus proche des habitants. Et vous ne pensez pas que l'agglomération, elle a son importance sur des tas de sujets, sur les transports, tout à fait, entre autres, mais et aussi, un maire de Gap peut aussi porter ses projets pour la ville en étant à l'agglomération? Oui, tout à fait. Mais il y a d'autres communes sur l'agglomération. Vous avez des communes comme Tallard, comme la Fressinouse. Donc vous avez des communes qui doivent aussi avoir une implication et une parole accentuée. Et le but justement d'une agglomération, c'est de travailler en concertation avec tous les acteurs, tous les maires de cette agglomération. Mais Gap, c'est le centre de gravité, à la fois en termes de population, en termes de poids économique de l'agglomération. Est-ce que Gap ne doit pas être aussi à la tête de l'agglo? Pas forcément. Pas forcément. Il y a déjà eu, je ne sais plus combien d'années, depuis combien de temps vous êtes donc président de l'agglomération, mais on peut aussi avoir une présidence tournante, plus partagée, en redonnant donc cette présidence à différentes communes. Roger Didier, très rapidement pour terminer ce tour de table, mais très rapidement parce que vous êtes en avance. On a entendu certaines critiques. Êtes-vous fâché avec les autres institutions? Pourquoi voulez-vous que je sois fâché? Je suis surtout très exigeant et je travaille pour ma commune. Donc, autrement dit, effectivement, quand les choses ne vont pas comme elles devraient aller, avec le sentiment que peut avoir mon équipe et moi-même, nous ne sommes pas des gens qui acceptent tout, et en particulier des services de l'État. Mais je voudrais revenir, si vous le permettez, sur un point qui a été évoqué tout à l'heure, et demander un petit peu ce qu'il en est avec cette nouvelle liste de la taxe foncière. Nous allons y venir. Madame Kuentz, quand elle avait la liste Ambition pour Gap, quand elle portait la liste Ambition pour Gap, avait écrit dans sa propagande que ce que paieraient les Gapençais en 2026, et le chiffre était, d'un exemple, 2300 €, eh bien, ils paieraient la même chose en 2032. C'est-à-dire 2300 €. Ça voudrait dire qu'il y a un gel total de la taxe foncière, et j'aimerais savoir un petit peu, dans cette nouvelle équipe qui s'est créée par une fusion,
qu'est-ce qu'il en est exactement du devenir de la taxe foncière. Mais vous avez aussi Parce promis que vous ne l'augmenterez pas, cette taxe foncière. Attendez, vous n'avez pas compris, monsieur. Ce que je veux dire par là, c'est pas le taux que je ne toucherai pas non plus. Le taux communal de la taxe foncière restera identique. C'est le montant que paient ceux qui ont à payer la taxe foncière qui sera, soi-disant, d'après Madame Kuentz, et c'est écrit dans ces documents, le même en 2026 et le même encore en 2032. La taxe foncière comprenant une part communale et une part de l'État. Il y a là un risque important de difficultés financières pour notre commune, avec en plus ce qu'elle écrivait à l'époque, mais je suppose qu'elle a changé d'avis, ou tout au moins que l'on est arrivé à la faire changer d'avis, avec le basculement sur l'ensemble du mandat d'une somme conséquente de 25 millions d'euros sur le fonctionnement. Donc j'aimerais un petit peu d'éclaircissement, si vous le voulez, car c'est quelque chose qui peut toucher une partie de nos concitoyens. Les informations qui ont été présentées par M. Didier sont erronées, mais j'ai été surpris de ne pas l'entendre prononcer son expression favorite de la semaine, à savoir l'alliance de la carpe et du lapin. Puisque c'est assez simple, mais la position qui a été retenue, effectivement, est une non-augmentation du taux municipal de taxe foncière. Par ailleurs, au sujet, je suis obligé de répondre, mais puisque M. Didier m'interroge sur l'alliance avec Mme Kuentz, qui serait, selon lui, non naturelle ou autre, j'aimerais prendre 15 secondes pour lire un texte qui dit la chose suivante. En termes de gestion municipale, peut-on véritablement parler de politique de droite ou de gauche quand on sait pertinemment qu'il y va de l'avenir de toute une population? N'est-ce pas donner un peu d'oxygène à la vie locale que de réfléchir à la meilleure façon de présenter au suffrage des électeurs une équipe ayant fait abstraction des clivages, des étiquettes partisanes, chaque individu préservant sa propre sensibilité? Monsieur Didier, je voudrais vous demander si vous savez qui est l'auteur de ces livres. Bien sûr, je le sais. C'est Roger Didier qui, en 2001, à l'époque de gauche, s'est mis à travailler avec monsieur Pierre-Bernard Raymond, de droite, qui a sans doute été un des plus grands maires de la ville de Gap. Oui, d'accord. Et ce que je voudrais dire, c'est que l'alliance, l'accord que nous avons bâti avec Mme Kuentz, c'est un accord d'intérêt général pour l'ensemble des Gapençaises et des Gapençais, pour permettre à la ville de trouver enfin son nouveau souffle et de ne pas attendre 7 ans de plus avant de prendre le bon virage au bon moment et ne pas rater le bon tournant. Alors, on va un petit peu éclaircir ce qui vient d'être dit. Quand M. Cordier parle de ce document qu'il a lu et que je ne conteste pas, c'est quand on constitue une liste en 2001 et avec Pierre-Bernard Raymond, on constitue une liste de départ avec Pierre-Bernard Raymond que nous nous mettons d'accord pour dire nous créons une liste de compétences et de bonne volonté qui se présentera au suffrage des électeurs. Ce n'est pas après un premier tour, quand les uns et les autres se sont invectivés, se sont critiqués pendant des semaines et des semaines, en disant jamais de notre vie nous nous associerons à une ville, à une liste qui est représentée par des partis socialo-écolo-communistes. Jamais, et aujourd'hui, la carpe et le lapin se sont finalement associés dans le cadre de compromis et de compromission. Rapidement, parce que vous êtes 3 sur le plateau et pas que 2. Je voudrais dire qu'il n'y a eu aucune invective durant ce premier tour et que cette alliance, c'est évidemment, comme à l'époque, M. Didier et M. Bernard Raymond, une alliance dans l'intérêt général, une alliance dans l'intérêt de la ville de Gap pour mettre sur une liste de départ, M. Cordier, et non pas sur une liste après un premier tour. Vous ne pourrez pas laisser entendre aux Gapençais qu'une équipe dans laquelle se trouve Mme Kuentz serait incompétente en matière d'urbanisme. Vous ne pouvez pas laisser penser aux Gapençais qu'une équipe où se trouve M. Isnard serait incompétente en matière de sport. Vous ne pourrez pas laisser penser aux Gapençais qu'une équipe qui comprend Gérard Jean serait incompétente en matière de culture. Je pourrais également vous parler d'Alain Van der Weyen à la santé et de bien d'autres profils encore, pour vous dire que les compétences sont au cœur de la liste Agir ensemble pour Gap. Et ce n'est pas une union des gauches, comme j'ai pu l'entendre, ce n'est pas une fusion, c'est un travail commun pour les Gapençaises et les Gapençais. Il n'y a plus qu'une seule ça dépasse bien largement le cadre de la gauche hétéroclite de deux listes. Et surtout, attendez, vous parlez tous les deux en même temps. C'est fait, partagez pas du et tout les mêmes c'est fait ambitions. dans l'intérêt des Gapençaises et des Gapençais. Moi, ma seule étiquette, c'est l'étiquette de la ville de Gap. C'est pour cela que nous travaillons, c'est pour les Gapençaises et pour les Gapençais. Et je sais que Mme Kuentz et moi-même avons exactement les mêmes objectifs et les mêmes préoccupations au cœur, à savoir le bien-être des Gapençais.
Je voudrais revenir avec vous, Raphaël Leroux, pour terminer ce tour de table que nous avons commencé à la base sur la taxe foncière, le taux communal de la taxe foncière. Quelle est votre position là-dessus si vous êtes élu maire? Tout simplement, nous proposons de baisser donc ce taux, ce qui permettra de rendre du pouvoir d'achat. À 61,86% ce qui est assez élevé, et ça pèse donc sur le pouvoir d'achat des Gapensaises et Gapensais, parce que c'est pas seulement les propriétaires au final qui vont payer la taxe foncière, puisque quand vous êtes locataire, dans votre loyer, vous payez en fait la taxe foncière, puisque le propriétaire va répercuter le montant aussi, une partie de la taxe foncière. Vous payez aussi la taxe d'ordures ménagères. Bon, ça c'est un autre sujet qui est assez élevé, mais ça agit sur le pouvoir d'achat. Oui, donc c'est l'agglomération. Et donc où est-ce qu'on coupe concrètement? Si on coupe sur l'un des revenus importants de la municipalité, dans quel autre budget allez-vous couper pour Alors compenser cette perte? déjà, donc il va falloir faire justement un audit pour voir où ça en est au niveau des comptes de la ville. Mais vous avez aussi une partie d'épargne brute qui est d'à peu près 11 millions d'euros, et on peut tout simplement prendre sur ce budget-là, ce qui permettrait donc de redonner du souffle et de faire ruisseler le pouvoir d'achat sur les Gapensaises et Gapensais. Mais une épargne par essence, ça n'est pas extensible. On peut se permettre de piocher dans l'épargne jusqu'à la fin d'un mandat, et après, advienne que pourra. Tout simplement, il faut savoir faire des choix politiques, parce que la politique, c'est aussi rendre possible ce qui est nécessaire, et c'est aussi agir pour l'intérêt des habitants. Merci beaucoup. Nous allons pouvoir passer à la carte blanche. C'est votre dernier moment pour adresser un message à celles et ceux qui nous regardent ce soir. Et cette carte blanche, Élie Cordier, c'est vous qui allez prendre la parole en premier. Vous avez 1 minute pour adresser le message de votre choix. Bien, je voudrais remercier les Gapensaises et Gapensais pour la belle campagne que nous avons faite ensemble. Avant de commencer, évidemment, j'aimais Gap, mais je crois que maintenant, je l'aime encore plus. Avant de commencer, j'aimais évidemment les Gapensais, mais je crois que le lien qui s'est noué dans cette campagne est encore plus fort. Et je mesure le chemin parcouru, à la fois individuellement et collectivement. Individuellement parce que je revois l'enfant que j'étais il y a longtemps de ça, qui franchissait avec son grand-père les portes de la mairie, rue Colonel Roux, pour l'accompagner sur son lieu de travail. Et le chemin collectif aussi parcouru. Depuis 6 ans, avec mes collègues du conseil municipal. Depuis 2 ans aussi, avec la liste Union pour Gap, dans le cadre de ce premier tour. Et depuis quelques jours, avec le rassemblement, avec la liste Ambition pour Gap de Charlotte Cuens, pour travailler ensemble au service de la ville de Gap. Alors le 22 mars, pour l'avenir de notre ville, votez. Le 22 mars, pour nos commerces, pour notre centre-ville, pour nos entreprises, votez. Le 22 mars, pour l'ensemble de nos associations, pour le sport, pour la culture, pour les jeunes, pour une meilleure qualité de vie à Gap, je n'ai qu'un seul message à vous adresser. Pour Gap, le 22 mars, votez. Roger Didier, la parole est à vous, comme l'a indiqué le tirage au sort. Bien, mais écoutez, je vous remercie pour la qualité de nos échanges. Je voudrais vous dire tout de même que j'ai quand même une sensation qui m'étreint à l'heure qu'il est. Cette association que nous sommes en train de vivre, qui est une association, effectivement, de la carpe et du lapin, c'est une association qui, à mon sens, ne peut pas être pérenne. On l'a déjà vu pendant la durée du mandat, puisque nous sommes passés d'abord de 2 groupes d'opposition à un 3e, puis maintenant, il y a des transferts où sont passées certaines personnes que je qualifie d'historiques, qui ont énormément travaillé pour, par exemple, Ambition pour Gap. Je veux parler de M. Gégère, je veux parler de Mme Busbach, de Mme Legault, etc. Et puis aussi des gens qui ont disparu. Donc, autrement dit, comment peut-on arriver à s'entendre quand on n'a pas été foutu de s'entendre pendant tout un mandat? Et comment peut-on arriver à s'entendre quand on n'a pas été foutu de s'entendre pendant une partie de la campagne électorale, et qu'on va finalement s'embrasser
avec enthousiasme pour essayer de convaincre nos concitoyens de se faire donner un blanc-seing à l'occasion d'importantes élections pour l'avenir d'une ville comme Gap. Je doute énormément de l'efficacité de cette fusion et je voudrais appeler et sonner le rassemblement pour les jours qui viennent et en particulier pour le 22 mars de mes concitoyens pour une mobilisation de façon à ce que la sécurité que nous représentons et la compétence qui est la nôtre, mais également la volonté de servir encore quelques années avant même de pratiquer ce que j'appelle la transmission, eh bien j'appelle mes concitoyens à nous rendre les premiers, comme nous sommes d'ailleurs aujourd'hui, pour les années qui viennent. Je vous remercie. Merci Roger Didier. Raphaël Leroux, la parole est à vous pour conclure ce débat. Tout simplement, voilà, le Rassemblement national donc sur Gap est une force ascendante puisque aujourd'hui donc pour ces élections municipales donc en 2026, nous avons donc réussi à atteindre le second tour de cette élection. Également en 2024 lors des élections législatives, nous étions donc à deux doigts de remporter donc la circonscription. L'objectif tout simplement de la liste donc l'avenir Gapençais, c'est d'envoyer le plus grand nombre de conseillers municipaux patriotes au sein donc de l'hémicycle Gapençais. Nous sommes donc une force soutenue par le Rassemblement national de Jordan Bardella et Marine Le Pen et par l'UDR donc d'Éric Ciotti. Et notre objectif c'est de défendre les Gapençaises et Gapençais au sein de l'hémicycle du conseil municipal de Gap pour que nos 2000 et presque quasiment donc 2000 électeurs du premier tour ne soient pas méprisés et soient pris en compte au sein de l'hémicycle du conseil municipal de Gap. Merci à vous, chers candidats, d'avoir été